Bien, bonjour à tous et merci pour votre présence. Il est 14 heures, je vais ouvrir la conférence débat d'aujourd'hui. Elle s'inscrit dans le cadre d'un rendez-vous mensuel qui permet de mettre sur la table un sujet riche en innovation, mais aussi porteur d'une dimension à caractère historique pour le développement international de Nantes au-delà de ses océans. Alors, le sujet qui a été retenu aujourd'hui est relatif à l'hydrogène. Il y a beaucoup d'actualités qui s'y rattachent. Toutefois, le format qui a été envisagé ne dépassera pas 45 minutes, ce qui amène à orienter prioritairement la voilure sur des axes, des perspectives d'échange entre Nantes et Seattle. Alors, je vais continuer. Alors, 2021 est une année particulière puisque nous célébrons avec un peu de retard le 40e anniversaire du jumelage entre les deux villes. Et il est toujours intéressant de nourrir d'éléments futuristes un jumelage historique avec un ancrage et un poids qui s'est inscrit dans le temps. Et donc, le jumelage, le sujet qui va être abordé aujourd'hui, va être traité à travers le prisme du jumelage dans plusieurs dimensions. Il y a bien entendu la fenêtre du jumelage entre deux villes, deux territoires, mais il existe d'autres dimensions. La première, c'est un peu le rôle de la Maison des États-Unis, c'est de jouer la carte de la mise en réseau avec d'autres cultures. Et puis, dans le sujet d'aujourd'hui, il y a également le jumelage des ressources propres à l'estuaire de la Loire, mais aussi à son voisin sur la côte ouest des États-Unis, le Puget Sound, qui est ce bras de l'océan Pacifique qui pénètre dans la baie de Seattle. Et puis enfin, jumelage des symboles, puisque l'hydrogène, comme l'aviation, sont aussi des vecteurs d'échange et de richesse pour connecter des territoires. Alors, comment les deux territoires, que cela soit Nantes et Seattle, ont accueilli des temps forts qui ont souvent été des moyens de cristalliser des dynamiques d'innovation peu coûteuses en matière d'innovation. Alors, si on regarde un peu l'hydrogène aujourd'hui, qui est presque considéré comme l'électricité du 21e siècle, il y a eu à Nantes des mouvements précurseurs pour mettre en avant les débuts de l'électricité. C'est l'exposition nationale dont vous avez une photo à gauche qui intervient en 1924 et qui montre tout ce qu'il est possible de déployer grâce à la fée électricité. C'est un sujet assez pionnier à l'époque et qui est resté dans une œuvre très colorée à l'écran que vous voyez, qui est là pour dégager le rôle social de premier plan joué par la lumière électrique. D'ailleurs, c'est une commande d'un artiste qui servira notamment pour l'exposition universelle de 1937.
Alors, Seattle est aussi une terre d'exposition universelle, avec notamment celle de 1962, qui permet à la ville d'accueillir un événement phare et inscrire dans son paysage urbain une signature architecturale extrêmement forte qui est Space Needle, qui se visite toujours aujourd'hui avec un restaurant panoramique à l'étage et qui est vraiment conçu comme une aiguille mesurant l'espace. Et ce thème visant à explorer les sciences et l'innovation est aussi là pour permettre de revitaliser l'économie et la vie culturelle de Seattle. En tout cas, sur ces deux événements, qu'ils soient nantais ou seattleites, il y a un profond besoin de transformation identifié pour les deux territoires. En 1924, l'industrie nantaise subit une grave crise et licencie, et donc il est nécessaire de se réoxygéner. Alors, dans les grandes transformations actuelles, on entend beaucoup parler de ruée, c'est le terme ruée vers l'hydrogène. Le mot ruée est un mot qui est fort puisqu'il a eu une profonde signification à Seattle, puisque la ville a connu des grands mouvements comme la ruée vers l'or, vers l'Alaska, qui ont aussi marqué l'identité de la ville. C'est par exemple Pioneer Square, qui a été ce point de rassemblement où se retrouvaient tous ceux qui voulaient aller tenter leur chance vers le nord. Et puis, ce sont aussi de grandes enseignes, c'est le cas de Nordstrom, qui était vraiment ce fournisseur de matériel pour tous les aventuriers qui voulaient partir très au nord. Alors, dans cette fameuse ruée vers l'or, il y a eu un grand florissement d'entrepreneurs à Seattle qui étaient plutôt ceux qui étaient en fait des vendeurs de pioches plutôt que véritablement ceux qui trouvaient de l'or. Et cela souligne un peu une part du défi aujourd'hui pour l'hydrogène, c'est qu'il existe un élan de communication autour de ce sujet, mais il faut toutefois réussir à faire émerger des briques technologiques qui puissent aujourd'hui révolutionner de nouveaux usages. Alors l'hydrogène, je voudrais rappeler la racine grecque du mot. Il y a à la fois hydro, qui vient du grec ancien, qui veut dire eau, et puis le suffixe gène, qui signifie, qui génère, qui forme et qui engendre. Alors, il y a un agenda institutionnel très fort autour de ce sujet. D'abord, le Green Deal, qui a annoncé un agenda extrêmement ambitieux avec plusieurs phases jusqu'en 2030. Et puis, à un niveau régional, il y a un plan hydrogène qui a été annoncé par la région. Sur cette carte, vous pouvez voir apparaître les différents pôles. Il y a un écosystème hydrogène très fort qui se constitue dans la Sarthe, autour du Mans. Il y a aussi la dynamique Vendée hydrogène qui se constitue, qui touche des filières assez variées, des choses qui se développent à Angers. Et enfin, si on se rapproche de l'estuaire de la Loire, il y a H2 Loire-Vallée qui intervient sur un périmètre assez large. Alors, si on se projette un peu en arrière, bien avant cette ruée actuelle vers l'hydrogène,
Nantes a su mener des révolutions industrielles souvent oubliées. L'une des plus mémorables, c'est celle du raffinage du sucre, puisque très rapidement, il a fallu trouver un substitut à la canne à sucre, et cela sera la betterave, qui connaîtra un développement industriel jusqu'à Orléans et qui sera développée grâce à une découverte lors d'une campagne de Napoléon en Silésie. Alors, qui faisait partie de cette campagne? Il y a un certain Cambronne qui contribuera à développer le sucre de betterave, qui permettra à des industriels de développer leurs affaires. Alors, est-ce que le sucre aujourd'hui est utilisé pour de nouveaux usages industriels? Oui. Oui, il y a notamment le Belize en Amérique centrale qui développe un projet qui s'appelle Smart Sugarcane, en faisant appel à des technologies dites blockchain. Alors, les traces de Cambronne en Silésie, il n'y en a pas énormément. Il y a un vieux document qu'on a pu retrouver ici à l'écran. Et puis, j'ai aussi mis une carte qui illustre où se trouve la Silésie. Pour ceux qui voudraient la situer, vous pouvez voir que c'était une région stratégique au carrefour de la Pologne, de l'Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie. Alors, est-ce que ce chemin industriel que je vous décris et qui date du 19e siècle peut inspirer demain la route des biocarburants du 21e siècle et par là même la route de l'hydrogène? Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui qui entre en écho avec plusieurs actualités très récentes. Vous avez sans doute entendu parler que la gare et l'aéroport de Nantes seront desservis en seulement 13 minutes grâce à une halte ferroviaire d'ici 2030. Alors, on peut dans le même temps interroger l'avenir de l'aéroport de Nantes et regarder aussi ce qui a été développé dans d'autres villes. Il y a un exemple très intéressant qui est le modèle de ferme solaire de l'aéroport de Montpellier et qui permet de se demander si Nantes pourrait aussi devenir un jour un éco-airport régional européen. Alors, pour arriver à ce questionnement, je vous propose 3 questionnements. Le premier, c'est de regarder comment hydrogène et éco-aviation ont pu tisser des relations croisées. Deuxièmement, quelles dynamiques collaboratives ont pu émerger. Et enfin, quels enseignements en tirer pour imaginer demain? Alors, Nantes a quelques grands pionniers de l'aviation. Le plus connu, c'est Alexis Manérol, dont plusieurs rues portent son nom aujourd'hui, et même dans plusieurs communes de Loire-Atlantique, et qui a réussi plusieurs grands exploits aériens. Mais il y a aussi, à un niveau régional, d'autres grands personnages. Le plus connu, c'est Roland Garros, qui a passé son brevet de pilote le 19 janvier 1910 à l'aérodrome de Cholet. Il y a aussi, bien sûr, Antoine de Saint-Exupéry, qui a passé une enfance mancelle dans la Sarthe. Et enfin, le comte de Lambert,
qui fut le premier à survoler la Tour Eiffel en avion. Et puis autour de ça, ce sont toute une panoplie d'autres défis techniques. Je pense à Marcel Brault, le fondateur de Manitou, à Ancenis, celui qui manie tout sur les chariots élévateurs. Alors, en creusant un peu, on arrive aussi à des événements et des histoires étonnantes qui ont permis des alchimies assez inédites. Il y a un événement en particulier qu'on appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société qui s'appelle l'Aviorex et qui a recruté de nombreuses femmes ouvrières en pleine crise du textile. Et lors d'un Noël, des chutes de tissus pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées. Et progressivement, on va se rendre compte qu'on peut y développer de nouveaux usages, et notamment des ballons à l'hélium. Alors, ce sera une micro-révolution dans le domaine de la filature, car on réalise qu'il est possible de transporter du gaz. C'est un élément extrêmement important et c'est peut-être là qu'il est possible de faire germer de nouvelles innovations. Alors aujourd'hui, vous avez des startups qui se sont appropriées le sujet. Il y a notamment cette start-up espagnole qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. Donc, on est véritablement un peu sur les traces de Jules Verne. Alors, en nous rapprochant maintenant de notre territoire, si effectivement l'hydrogène fait partie des alternatives pour encourager l'éco-aviation et une offre de transport aérien écologique, il existait aussi de nombreux projets développés dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire. Beaucoup de brevets ont été déposés et l'un des grands groupes précurseurs a été notamment Air Liquide, qui a breveté énormément de procédés avant de les industrialiser. Air Liquide a par exemple exploré des mélanges de gaz de l'air avec l'hélium notamment. Et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules et des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Alors, il y a aussi d'autres pistes futuristes qui ont été explorées, comme l'optimisation des transports de méthane en chargeant les méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar, qui est un grand exportateur de gaz naturel liquéfié, et le Golfe Persique, des agrocarburants de troisième génération type microalgues. Et puis, enfin, il y a aussi une relation assez étonnante avec le monde de l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger dans l'univers qui est l'hélium et qui lui aussi intéresse des acteurs gaziers. Alors, aujourd'hui, tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés. Toutefois, il semblerait que Saint-Nazaire ait joué un rôle pionnier dans de nombreuses recherches.
que ce soit sur l'oxygène, l'azote, le propane et également le gaz carbonique. Et il y a eu une prise de conscience collective, notamment en 1979, lors de la catastrophe d'un pétrolier en Irlande, où 3 marins de Saint-Nazaire ont disparu, et un courrier avait circulé auprès des élus locaux de Loire-Atlantique pour interroger l'avenir de l'hydrogène. Voilà, alors tout ce voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, nous permet de nous rapprocher de la thématique et surtout de s'interroger si l'éco-aviation pourrait être un nouveau modèle de mobilité qui pourrait s'appuyer sur le pétrole nantais, à savoir l'hydrogène. D'autant que beaucoup d'entreprises émergent avec des solutions qui évoluent en permanence et qui pourraient rendre tangible l'idée d'emprunter des taxis volants. C'est le terme qui a été retenu pour cette conférence débat. Alors, sur la thématique des taxis volants, il y a bien sûr un projet phare qui est celui d'Airbus, mené avec un designer italien et Volkswagen. Ce projet s'appelle le Pop-up. C'est un prototype de capsule volante dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bougnay. Alors, il y a une centaine de projets similaires dans le monde et Airbus, comme d'autres acteurs, ne veulent pas rater le coche. Alors, le projet Pop-up d'Airbus a été le plus médiatisé en France depuis 2017, à la suite du Salon de l'automobile de la même année. Mais il y a aussi, et il faut le citer, la collaboration entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques. Et puis aussi la mise en relation de la NASA avec Uber pour mettre en place un système qui s'appelle Urban Air Mobility. Alors, il y a aussi d'autres exemples. Je pense aussi à Ewang 184, qui est un projet d'un taxi autonome chinois avec la ville de Lyon. Et puis, d'autres exemples qui fleurissent à Dubaï ou dans d'autres capitales du Golfe Persique. Alors, l'hydrogène apporte un élément intéressant puisque le meilleur moyen de sortir l'aéronautique de cette crise, c'est d'investir, d'innover, d'inventer l'avion zéro émission d'ici 2035. Et c'est le message de l'actuel ministre des Transports sur son compte Twitter il y a justement quelques jours. Alors, des progrès sont attendus. Airbus a annoncé l'utilisation de l'hydrogène décarboné pour la propulsion de ses avions dès 2035. Et donc, est-ce qu'il est possible de concilier pragmatisme écologique et pragmatisme économique pour faire émerger de nouvelles activités d'éco-aviation? Alors, plusieurs projets de recherche-développement vont dans ce sens. Toutefois, c'est peut-être un point de vigilance pour le territoire, c'est de réussir à décloisonner l'innovation.
Et pour ce faire, il faut éviter au maximum le chevauchement de projets et offrir un territoire d'expérimentation où des créateurs puissent tester et mettre en défi des complémentarités et des conjugaisons. Et c'est ça la grande question. Il faut trouver ce territoire. Quel pourrait être le périmètre qui permettre d'expérimenter ces solutions du futur et ces nouvelles formes de mobilité. Alors, le sujet de la conférence débat a retenu la rencontre de l'hydrogène avec les taxis volants. Pourquoi cette expression taxi volant a été choisie? Parce que c'est peut-être le périmètre, ce territoire qui pourrait ouvrir une brèche. Alors, libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance publique. C'est une activité aujourd'hui très réglementée, qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice d'une ADS, une autorisation de stationnement sur la voie publique, et nécessite la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Alors, il y a eu en 2007 une tentative de bouleverser le champ d'exercice de cette activité et qui faisait notamment suite aux travaux de la commission Attali. Il est toujours possible aujourd'hui d'accéder à ce rapport qui s'intitulait « 300 décisions pour changer la France ». Alors, ce rapport Attali avait justement jeté un pavé dans la mare en voulant faire sauter le numerus clausus et mettre beaucoup plus d'innovation en matière de mobilité. Et donc, vous pouvez l'imaginer, ce rapport a suscité beaucoup d'opposition et beaucoup de mesures n'ont pas été malheureusement jusqu'au bout. Toujours est-il que c'est un cadre de réflexion qui pourrait être extrêmement utile pour faire germer cette approche novatrice de taxi volant, puisque le rapport Attali avait notamment ouvert un cadre programmatique et juridique pour que les pouvoirs publics prennent en compte de nouvelles alternatives de transport et notamment de transport à la demande. Alors, de façon infructueuse, il y a eu aussi la directive service qui envisageait des propositions assez fortes pour libéraliser l'offre de transport. Toutefois, les orientations étaient assez ambitieuses et la transposition n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Et puis, localement, il y a eu un appel à idées dans l'île de Nantes pour réfléchir au réenchantement des espaces de stationnement. C'était un appel à idées extrêmement ouvert dans lequel ont été proposées des approches novatrices pour expérimenter des véhicules nomades en vol libre dans le secteur de l'îlot Skyhome, qui est situé sur la promenade Europa et qui va accueillir une tour résidentielle et de bureaux de très grande hauteur, de très grande ampleur. Voilà en tous les cas un vaste tour d'horizon. Je vous transmets ce lien qui permet de suivre des actualités et des innovations qui évoluent dans ce domaine. Et en tous les cas,
Je vous remercie pour votre attention et je vous propose d'ouvrir les échanges autour de ce sujet qui est en plein balbutiement, en mouvement, et qui peut faire germer des innovations entre Nantes et ces villes partenaires aux États-Unis, en particulier dans l'actualité du 40e anniversaire du jumelage entre Nantes et Seattle. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de prendre la parole si vous avez des réactions ou des idées que vous souhaiteriez également soulever. Je vois que la Maison, par exemple, des Hommes et des Techniques participe aussi à cette conférence. Est-ce que vous avez peut-être une visibilité sur un passé industriel par rapport à l'hydrogène, des brevets qui avaient été déposés ou, je vous laisse… Voilà, si vous avez des réactions, en tous les cas, il y a une petite bulle dans laquelle vous pouvez vous manifester ou même écrire des questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends, s'il vous plaît. Bonjour, bon, on m'a demandé de réactiver mon micro parce que j'avais demandé s'il était possible de vous poser des questions, donc je me permets. Alors, je suis désolé, hein, je suis un petit peu anti-aviation, mais j'aime bien avoir l'avis de tout le monde et de voir un petit peu comment ça se passe. Je vous écoute. Et donc, du coup, une des questions que j'avais, c'était comment ce système pourrait être éco, sachant qu'il va demander énormément d'extraction de matériaux précieux que nous n'avons pas dans nos mines, et que actuellement, en plus, la production d'hydrogène est majoritairement grise. Merci pour cette question. Alors, effectivement, le débat, il reste encore très largement ouvert sur la façon dont on peut trouver des briques technologiques qui soient respectueuses de l'environnement. Et malheureusement, alors, je n'ai pas tout à fait de réponse en fait immédiate à vous donner. Je crois qu'il faut faire énormément confiance à des projets de recherche qui pourraient aller justement dans le sens que vous évoquez. Mais effectivement, c'est une part du challenge aujourd'hui. Et l'idée, en tous les cas, la thématique qui a été retenue pour ce débat avec la Maison des États-Unis, c'est d'arriver à trouver finalement un espace collaboratif qui permette à la fois de partager des intuitions qui soient intéressantes et qui soient vertueuses sur le plan de l'environnement, et puis peut-être trouver aussi des coalitions créatives qui permettent justement d'associer les bons acteurs qui ont une vision assez durable et pérenne sur le sujet, en cristallisant des dynamiques d'innovation qui soient à la fois peu coûteuses et puis peu destructrices vis-à-vis de l'environnement. Merci pour votre réponse. Non, je vous en prie. Est-ce que justement des personnes ont vu des expérimentations dans d'autres villes, puisque je parlais de la ferme solaire de l'aéroport de Montpellier, mais est-ce qu'il y a eu aussi des choses qui, sur d'autres territoires, ont peut-être marché, percé ou défriché des champs qui jusque-là n'avaient pas été encore explorés? Alors, je vois quelqu'un a mis une petite bulle, l'expérience de la navette sur les bords de l'air. Alors, je pense qu'il s'agit des navibus entre le campus et Port-Boyer attend toujours un fonctionnement normal.
quid de la faisabilité réelle d'un tel projet de taxi volant dans le brouhaha des flux de transport à la demande qui permet de constater une insuffisance structurelle et juridique. Donc ça, effectivement, c'est une question qui est intéressante. Il y a eu effectivement sur la Navibus, je crois, des projets qui ont été justement lancés par rapport à l'hydrogène. Et donc, ça mérite effectivement un très grand débat, à savoir la réflexion sur l'adéquation de toutes les offres alternatives de transport et puis la manière d'accorder effectivement les flux avec le développement rapide de Nantes, l'émergence de quartiers et puis de pôles comme le campus du Petit Port qui effectivement attire beaucoup de flux. Alors, il y a une autre personne. Est-ce que l'aviation est vraiment l'avenir après la crise Covid? Ne faut-il pas plutôt développer le ferroviaire pour tous plutôt que des taxis sûrement réservés à ceux qui pourront se le permettre? Et où en sommes-nous en France par rapport à la réglementation? Je pense que tout ça, en fait, est assez complémentaire et l'exemple de l'aéroport de Nantes est intéressant parce que finalement, le ferroviaire va quand même avoir une place puisque de la gare, on aura la possibilité de sauter dans un train et d'arriver assez facilement sur le secteur de l'aéroport. Il y a déjà une voie ferroviaire existante qui va être réactualisée avec une halte ferroviaire qui sera à proximité du secteur de Bougnay. Donc, ça reste effectivement un débat assez ouvert. Moi, je crois beaucoup à la complémentarité, en tous les cas, de tous ces différents pôles. Sur l'autre question, où en sommes-nous par rapport à la réglementation? Les transports, c'est quand même très, très encadré. Néanmoins, il y a malgré tout sur les taxis volants, dans la mesure où c'est un champ qui est complètement balbutiant, beaucoup de vide juridique. Donc, je pense que les pouvoirs publics vont aussi s'en saisir. Je vous parlais du rapport Attali qui avait un peu jeté un pavé dans la mare et c'est effectivement, je pense, un cadre en mode laboratoire d'idées qui peut être intéressant pour travailler avec les pouvoirs publics. Voilà. Alors, les gens mettent des questions dans les bulles. N'hésitez pas à vous manifester aussi si vous souhaitez intervenir par micro. Quelqu'un vient d'ajouter « Votre système pourrait être utile pour désenclaver les campagnes ». Oui, tout à fait. Voilà, écoutez, si d'autres personnes ont aussi des réactions, des inspirations à mettre au débat, welcome. Bonjour, Bien-Aimé, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, j'avais une question ou plutôt une suggestion par rapport à l'utilisation de l'hydrogène, puisque là, on parle de transport plutôt individuel, ça concerne les taxis, qu'ils soient d'ailleurs volants ou pas volants. Mais là, ce qui me paraît plus intéressant, c'est ce que vous avez mentionné sur la navette entre la gare et l'aéroport. Ça pourrait déjà être une première étape, déjà de faire circuler un train à hydrogène, comme Alstom le fait déjà en Allemagne, par exemple. C'est tout à fait adapté, justement, le transport de plusieurs passagers sur des boucles fermées, comme ça, entre deux points de départ et d'arrivée, une gare et un aéroport. Ça pourrait déjà être une première étape pour l'utilisation de l'hydrogène, je pense. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, tout à fait, effectivement. Effectivement, après, les autres usages pourront suivre, mais en tout cas, ce type d'application existe déjà. Donc, si d'ici 2030, il y a un train qui fait la navette entre la gare et l'aéroport, ce serait une bonne chose qu'il puisse être à l'hydrogène, effectivement. Oui, absolument. Alors, une personne réagit. Je suis retraité d'Air Liquide. De grands projets d'hydrogène sont en cours de recherche. Il y a eu à Nantes le premier navire hydrogène, Energy Observer, qui fait le tour du monde actuellement. Oui, tout à fait. Energy Observer, c'est un très, très beau projet. Je crois qu'il y a énormément de choses qui se développent un peu dans tous les sens. Et le tour du monde qu'il est possible de suivre, effectivement, par rapport à Energy Observer est aussi intéressant.
Voilà, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ou réactions ou d'autres projets expérimentaux que vous avez peut-être vus dans le cadre de vos voyages ou de vos déplacements? Écoutez, on va arriver en tous les cas vers la fin de ce temps d'échange qui était relativement court, prévu dans un format de 45 minutes. Vous avez en tous les cas les coordonnées de la Maison des États-Unis qui travaille tout particulièrement en ce moment au 40e anniversaire du jumelage entre la ville de Nantes et la ville de Seattle sur la côte ouest des États-Unis. Et donc, si vous souhaitez soulever, mettre en avant aussi des sujets de coopération, des sujets collaboratifs, vous avez l'adresse courriel en tous les cas et les planches en tous les cas de cette conférence pourront vous être transmises pour rester en veille active sur ce sujet qui est passionnant et puis qui est riche d'actualité. Alors, je n'ai pas cité tous les acteurs, mais on voit aussi beaucoup dans la presse, hein, beaucoup d'entreprises pionnières sur le territoire qui émergent avec plein d'autres solutions. Je vous remercie à tous pour votre attention et les planches vous seront adressées à l'ensemble des participants. Il suffit d'adresser un courriel à l'adresse mail de l'association. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.